Merci, Mélanie. Alors, Frédéric, si tu veux. Donc, nous allons écouter maintenant la présentation de Frédéric Mazeran, qui est donc architecte du patrimoine au service du conseil départemental de l'Hérault, qui est aussi membre de la Société archéologique de Béziers, sur lequel il a participé à de nombreuses publications. Et c'est un grand découvreur de décors peints, de plafonds peints, puisque dans le cadre de ses missions au service patrimoine donc du département de l'Hérault, il parcourt les 342 communes de l'Hérault et dans finalement les conseils qu'il peut donner aux particuliers pour les instructions d'aide aux communes, aux particuliers, eh bien, il rentre à l'intérieur d'édifices et fait donc de nombreuses découvertes. Et je lui laisse la parole. Bien, bonjour à tous et merci Natacha pour cette introduction. Tout d'abord mes remerciements donc à la région Occitanie et à Roland Chabert et à Sylvie de Cotigny de m'avoir convié à cette présentation. Je vais essayer de vous présenter non pas tous les décors peints de l'Hérault, mais juste un petit panel d'éléments intéressants et significatifs pour la période médiévale, et essentiellement présents dans la partie ouest du département que je connais le plus, pour des décors présents dans la partie nord-ouest, donc dans la partie montagneuse, et jusqu'à Béziers. Donc nous commençons cette présentation par deux types de décors peints présents au niveau de deux bâtiments gothiques à caractère marchand, décors certes non monumental comme on va pouvoir le voir, mais cependant non dénués archéologiquement d'intérêt. Ce sont des décors qui se situent à l'intérieur d'édifices civils situés dans un bourg abbatial, le bourg de Villemagne, petite localité qui se trouve à 50 km au nord de Béziers, et qui est un véritable conservatoire de maisons médiévales, fragments de maisons et potentiellement un lieu où on peut faire énormément de découvertes encore aujourd'hui. Et c'est dans le cadre de ces découvertes que sont apparus notamment des décors peints. Hop, ça passe pas. Voilà. Donc on va surtout s'attacher à examiner un de ces bâtiments, qui est le bâtiment dit Hôtel des Monnaies. C'est un bâtiment donc qui est aujourd'hui classé au titre des monuments historiques, qui est un bâtiment qui avait traversé les siècles avec un intérêt archéologique assez important, qui est d'aspect roman tardif, mais déjà gothique, puisqu'il remonte à la première moitié du XIIIe siècle. Un bâtiment qui est plutôt à caractère marchand, malgré le nom qui lui a été donné, ce qui a pu être confirmé par les études qui ont été menées sur le bâti entre 2003 en gros et 2011, qui ont révélé donc le grand intérêt archéologique intérieur. Et parmi ces examens, donc bien entendu, il a été examiné et regardé de près s'il pouvait y avoir des décors peints intérieurs. Donc on le verra tout à l'heure. Donc ce bâtiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une maison, et fait plus rare, est un lotissement marchand de 4 maisons contiguës. Donc on voit ici donc la qualité de la construction en termes ornemental et notamment de sculpture en façade, avec un effet de claire-voie de fenêtres géminées. Et on verra tout à l'heure qu'on marche par l'eau. Et au niveau du premier étage où se situent ces fenêtres géminées, gothiques, donc on le voit très bien aux corbeilles des chapiteaux, on a par l'eau 2 fenêtres géminées et en dessous une boutique associée avec une porte d'accès au premier étage. Donc voilà le bâtiment en question, avec simplement un relevé archéologique de départ avant donc la restauration qui a pu être menée. Et parmi tous ces lots qui étaient fossiles en quelque sorte, je précise que le bâtiment n'avait pas été habité depuis le milieu du XIXe siècle. Moi-même ai pu découvrir donc dans le lot numéro 2 la présence donc dans un angle donc d'un décor peint intérieur, donc d'un habitat civil marchand,
Et ça avait fait l'objet également de dégagements après par sondage stratigraphique par une restauratrice de décor peint. Et le dégagement avait été étendu à l'ensemble du mur de refend, séparant le lot numéro 2 du lot numéro 3. Et les examens qui avaient été menés sur ce bâti marchand avaient été également étendus à la façade que je vous montrais tout à l'heure, qui était qui était doté d'une ornementation sculptée assez intéressante et qui a livré là aussi la présence de décors, mais cette fois-ci extérieur. Alors, on le verra tout à l'heure aussi dans les diapos suivantes, c'est cette ornementation extérieure en termes de décor peint avait certainement subsisté du fait d'avoir été protégé par un pan de bois supérieur qui était situé au-dessus du premier étage d'habitation. Donc voici ce qui a pu être découvert à l'intérieur de cette maison. Alors à partir d'un premier sondage stratigraphique qui avait été étendu donc à une zone à peu près de 3-4 mètres carrés. Alors certes, un décor de faux appareils à double filet rouge horizontaux et verticaux, donc un type de décor qu'on connaît assez bien et dont on a déjà évoqué certains exemples précédemment, hier ou ce matin. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est qu'on est dans un bâtiment civil, ce qui est rare en termes de découverte, et également on a pu mettre en évidence en partie supérieure, sous le plafond qui aujourd'hui malheureusement a disparu, la présence d'une frise à fleurs de lys, et dont on voit d'ailleurs un des éléments sur lesquels on reviendra. En partie basse, on avait pu également mettre en évidence aussi, mais de façon très ténue et très altérée, la présence d'une plainte monochrome rouge. En bas à droite, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'examen de la façade qui a livré donc des décors extérieurs, et notamment ici au niveau de cette corbeille de chapiteaux, la présence sur les feuilles de chêne d'une couleur rouge, à laquelle a pu être associée par une seconde campagne de reconnaissance, et notamment par une autre restauratrice de décors peints, sur les clavages MMB, la présence de décors monochromes ocre jaune. Donc, à minima, on pouvait avoir sur la façade que je vous ai montré tout à l'heure, un aspect bichrome, voire peut-être même polychrome. Voici l'intérieur tel qu'il se présente aujourd'hui, qui n'a fait l'objet pour ce lot, que simplement d'une consolidation de décor et pas d'une restauration, valorisation pour être destiné à être présenté au public, mais qui est tout à fait intéressante d'un point de vue archéologique, avec simplement un petit dessin en partie haute à droite, bon, qui est schématique, très schématique, qui nous montre l'ambiance que l'on pouvait avoir en termes de décor dans ce type d'habitat, simple, certes, mais quand même orné d'une frise à fleurs de lys, et pas n'importe quel type de fleur de lys, puisqu'on a affaire à une fleur de lys florencée. Alors, attendez, je sais pas me servir de la souris. Bon, et donc, si vous voulez, vous avez le pétale levé central, qui est couronné en partie haute d'une boule, et en partie basse, donc on a deux autres boules à la naissance de la fleur sur le dernier filet horizontal, et vous avez des boules médianes intermédiaires qui étaient reliées par des formes d'antennes. Donc on est sur la représentation, si vous voulez, d'une fleur florencée, donc les emblèmes de Florence. En bas à droite, donc cette déclinaison de fleurs de lys. Donc on est vraiment sur un décor gothique associé à cet habitat du XIIIe siècle. Autre découverte ailleurs dans le même bois abbatial que j'ai pu faire moi au sein d'un îlot urbain, avec la fossilisation d'une autre grande maison marchande, avec toutes les parties figurées en bleu qui représentent donc des parties médiévales de cette maison. Donc ça avait fait l'objet d'ailleurs d'une publication dans un des bulletins monumentaux, celui de 2010. Mais ce qui va nous intéresser, c'est pas tant l'archéologie du bâti, mais la présence en partie centrale là, du petit plan que j'ai pu faire, d'une fenêtre occultée qui est entourée en rouge, qui avait été bouchée très peu de temps après la réalisation d'une maison qui était attenante à cette fenêtre, qui est malheureusement disparue, pour la réalisation d'une pièce d'habitation qui était venue occulter donc un espace traversant, soit une impasse, soit une rue traversante. Et vous allez voir donc la conservation de la fenêtre qui a pu livrer d'anciens décors peints extérieurs.
Voici l'état archéologique exceptionnel de ce lot. Bon, je ne m'étendrai pas sur l'archéologie du bâti, mais vous avez la première vue qui nous montre cette fenêtre occultée par des carreaux de pierre en grès, et on devine donc les parties correspondant donc aux parties latérales et sommitales de la fenêtre, qui répondent d'ailleurs d'un point de vue typologique à ce que je vous ai montré tout à l'heure, à l'hôtel des Monnaies, qui est situé à 500 mètres de là. Donc, la dépose des carreaux de pierre a permis non seulement la découverte en fond de planches très anciennes qui occultaient la fenêtre, mais on commence à voir en partie haute la présence donc d'un décor bichrome qui avait été exceptionnellement conservé. Ce qui avait déterminé, bon, pour l'intérêt de l'îlot, des maisons et notamment du décor sur cette fenêtre, la venue de Pierre Garrigou-Grandchamp, spécialiste des maisons médiévales romanes et gothiques, qui avait confirmé l'exceptionnalité du lieu et le grand intérêt de cette fenêtre. Donc ici, quelques décors ornementaux, avec notamment au niveau du cordon d'imposte des fleurs de liseron et les fameuses petites fleurettes à 4 pétales en relief situées sur les chanfreins des jambages et que l'on retrouve au niveau des arceaux, à l'image de ce que je vous ai montré tout à l'heure à l'hôtel des Monnaies. Voici donc ce qui a pu être dégagé en termes de décor, qui est assez exceptionnel, avec une fois donc les mortiers déposés, la fraîcheur donc des sculptures retrouvées, et l'alternance d'une couleur bleue avec une couleur rouge, les bleus étant certainement en lien, comme on l'évoquait hier, avec des couleurs pastel, et un rouge plutôt minéral, et surtout en partie basse, en intrado d'un des arceaux, mais ça se voit sur les deux arceaux supérieurs à la baie, le reliquat d'un enduit monochrome rouge avec filet blanc, donc de faux appareils, qui était indicateur de la présence d'une couleur rouge couvrante sur l'ensemble des pierres de taille de la fenêtre, de sorte que on pouvait penser avoir eu un effet, on va dire, totalement rouge de cette fenêtre, avec une alternance de rouge et bleu sur les parties périphériques, donc à la fenêtre, à la fois des arceaux et des jambages. Donc ça avait déterminé d'ailleurs l'examen fait par une restauratrice de décor peint qui était Rosalie Godin, donc à l'époque. Alors la poursuite du dégagement de la fenêtre a confirmé donc la bichromie de cette fenêtre, avec notamment la présence de rouge et de bleu au niveau de la remarquable corbeille de chapiteaux qui a pu être dégagée, donc des couleurs qui certes avaient fané, les bleus ayant viré au gris, et les rouges s'étant estompés, mais qu'on a pu retrouver donc en fond de feuilles, mais également sur les tailloirs du chapiteau, mais également aussi sur la partie prismatique de la colonnette ou sa base. Donc ce qui m'avait permis, moi, au sein de la publication que j'avais faite, de proposer, à partir des vestiges de décor en place, une bichromie de fenêtres, bon, qui reste hypothétique, mais qui reprend en fait tout ce qui avait pu être constaté. Donc nous passons à un troisième exemple qui est situé dans le même secteur, dans un petit village qui s'appelle Boussag, ancienne baronnie et co-seigneurie au Moyen-Âge, et on va s'attacher à examiner l'intérieur d'une grande salle du donjon qui est situé sur la gauche de la photo, d'un donjon qui est adossé à un logis médiéval, probablement logis et donjon élevé à la charnière des XIIe et XIIIe siècles. Donc on devine pour le donjon la salle haute, déterminée par la présence d'une fenêtre géminée. Voici une autre vue du château, l'intérieur de la salle. Alors je précise que les propriétaires qui se sont succédés ont malheureusement détruit tous les enduits intérieurs pour avoir, selon la mode, que l'on a encore malheureusement à l'époque actuelle, d'un écorché à nu d'un appareil de pierre, et seule cette grande salle du donjon a pu livrer donc des témoins d'enduit encore en place, que l'on verra tout à l'heure. Et sur cette coupe en long schématique de ce château, on voit en entouré rouge la partie qui a livré plutôt des vestiges de décor encore en place,
et notamment ici d'un décor de faux appareils, ou plutôt de grands appareils, puisque les modules que l'on voit doivent faire à peu près 70 cm de long par une cinquantaine de centimètres de hauteur, avec un double filet rouge vertical et horizontal, beaucoup plus large que dans le cadre de Villemagne, et une composition pour chaque module d'un effet de rameau, avec donc des parties fleuries donc en bout des rameaux, et la présence de boules. Pour un décor un type de décor qui avait pu être retrouvé par ailleurs, et qui avait fait l'objet d'autres publications qui m'avaient été signalées, et pour un décor qui m'avait été également signalé pour un décor retrouvé à peu près identique à Cahors, dans une maison du XIIIe siècle, découverte qu'avait pu faire Maurice Célès. Donc on va monter en gamme avec des décors un petit peu plus monumentaux que ce que je vous ai présenté, avec le cas de la maison Arnal de Lodève. Lodève qui a été une grande ville au Moyen-Âge, un des 5 anciens évêchés de l'Hérault, et vous avez sur la gauche cette modeste maison dont rien ne peut permettre d'indiquer qu'on a affaire à un bâtiment médiéval, qui est situé en limite de l'ensemble épiscopal de Lodève, et une maison médiévale qui a traversé les siècles, en limite donc d'un îlot urbain qui a été très fortement remanié au XIVe siècle avec la reconstruction de la cathédrale, puis au XVIIe siècle après les guerres de religion qui avaient dévasté tout ce secteur. Donc j'avais pu, à la suite de la traque, visiter l'intérieur de l'immeuble et découvrir dans le comble la conservation d'un décor monumental qui était le haut d'un grand décor qui descendait jusqu'au niveau du sol et composé donc de grands quadrilobes et de toute une série d'écus que vous allez voir, avec aussi, fait rare, la conservation de fermes de charpente médiévale, elles aussi ornées de décors peints. Donc vous avez en haut à gauche donc un petit dessin schématique qui livre ces décors au revers d'un pignon, et à droite donc un petit dessin schématique axonométrique qui nous montre ce comble. Voici ce décor assez intéressant. Donc il faut s'imaginer que à gauche, à l'extrême gauche de la photo, vous avez l'axe vertical du pignon, et à droite de cet axe, vous avez le décor d'un grand quadrilobe, et auquel devait répondre en symétrie un second quadrilobe qui est aujourd'hui perdu du fait des fuites en toiture et de l'altération du revers de ce pignon. Donc on devine sur cette vue donc déjà la présence d'une frise à rinceaux feuillagés avec feuilles de vigne qui suit bon an mal an le rampant de l'ancienne toiture médiévale qui a été remplacée par une toiture moderne, et la qualité et l'intérêt archéologique de ces décors qu'on va voir sur une autre vue qui est celle-ci. Donc il faut savoir que le quadrilobe qui est aux 3/4 conservé, que vous avez sur cette vue à gauche, fait pas moins d'1 mètre carré. Bon. Sur sa droite se situe un volatile que j'ai interprété comme ayant pu être un phénix. Quant au quadrilobe, lui aussi, il a un grand intérêt, puisque j'avais pris la tâche d'un héraldiste qui m'avait indiqué qu'on avait affaire à un écu de gueule au lion d'argent. Alors, il faut me faire confiance par rapport à des photos donc à haute résolution, mais sur la gauche de l'écu central, vous avez un félin qui est probablement un lion, dont la queue se termine par une partie bifide, donc est double, et qui pourrait s'apparenter, on va dire, aux armoiries des Montfort. Alors d'autres grands écus, eux aussi inscrits dans des formes losangées, comme je vous ai montré, se développent sur les longs côtés de ce comble et montrent le potentiel de ce qu'il pouvait y avoir en dessous, qui, je le précise, n'a jamais été reconnu. On n'a pas eu d'études archéologiques de bâtiments encore menées sur ce bâtiment, ni d'études héraldiques, ni d'études portant sur les décors peints. Donc vous avez là, ici, une armoirie qui n'a pas été encore identifiée, mais on en voit d'autres, notamment une autre située sur la droite, que voici, qui montre donc la conservation remarquable d'un décor, assez probablement identifiable au XIIIe siècle, et on a le développement de notre frise à feuillage de vigne, en fait, qui se développe sur les longs côtés. Alors voici donc la charpente qui était associée à ce décor peint, fait rare en fait, qui est indicatrice certainement d'un immeuble dont la charpente était apparente
et avec la présence à l'époque médiévale, certainement d'un plafond rampant peint, qui n'existe malheureusement plus. Donc les décors de rinceaux, bien évidemment, conservés sur les entrées, sont des décors gothiques. Mais l'exceptionnalité de cette maison se poursuit sur l'autre façade qui est côté cour, pour des décors malheureusement qui ont fait l'objet de repeints, mais dont on voit le grand intérêt et qui avaient été préservés sur cette façade dans un bâtiment adossé et qui ont pu être retrouvés lors de la réalisation au niveau du premier étage actuel du bâtiment, d'une salle de bain, et donc dont on voit donc en partie basse la présence d'un décor monochrome, de modules monochromes ocre jaune alternés avec des modules blancs, la présence d'une bande de rinceaux fleuris en fait en position médiane, et surtout le bas d'un quadrilobe. Un quadrilobe là aussi hors norme en termes de taille, qui était peut-être muni d'un écu également, donc le développement d'une façade peinte extérieure et assez probablement protégée par une galerie et un auvent qui malheureusement ne nous sont plus connus et ont été détruits. Alors je continue sur un autre ensemble monumental qui est situé à Béziers. Donc on descend sur la partie ouest vers la côte, avec un hôtel particulier dit de la Noterie, qui est un ensemble peint extraordinaire, qui associe la présence d'un plafond peint du milieu du XIVe siècle, qui a pu être daté par dendrochronologie, à la découverte récente, dans le cadre d'une étude, de décors peints muraux associés à ce plafond. Ici, une modélisation d'une partie du plafond. Donc pour un immeuble situé à mi-distance entre la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers et l'ancienne place marchande, qui est en dessous du Point Rouge, dans un contexte bâti environnant qui est très dense, et dont on devine donc la présence d'un hôtel particulier du XVe siècle dominé par une haute vis d'escalier. La partie qui nous intéresse étant figurée par la partie d'une aile en retour, délimitée par des pointillés rouges. Donc voici un plan schématique. Donc on a un bâtiment du XVe siècle qui nous est connu par les Compois, qui est un bâtiment marchand, qui vient se superposer sur un bâtiment du XIVe siècle que l'on ne connaît plus, et pour lequel d'ailleurs toute source documentaire est perdue, mais dont il nous reste la grande salle d'apparat qui couvre à peu près 90 mètres carrés et qui est une salle plafonnée à 3 travées, dont je vous ai montré tout à l'heure en détail. Donc, ce rapide croquis schématique que j'avais pu faire moi sur place, qui montre la partie de l'hôtel 15e avec quelques bribes, on va dire 14e insérées dans la façade, et surtout la coupe sur l'aile médiévale, la présence donc d'une haute salle sur laquelle va être livrée donc une campagne de recherche de décors peints par un atelier de restaurateurs dans le cadre d'une étude archéologique de bâti récente menée entre 2020 et 2021, et qui a livré sous le plafond la présence d'une haute frise couvrant la périphérie de la salle sur 2 mètres de hauteur. Et au-dessus, on a une autre salle plafonnée qui a été mise en évidence par l'association RCPPM, dont on parlait tout à l'heure, et qui a mis en évidence, donc à travers une campagne de photos par infrarouge, un second plafond peint du milieu du XVe siècle, la structure de ce plafond ayant pu être également datée par dendrochronologie. Voici donc la salle inférieure, donc la grande salle d'apparat, couverte par ce plafond connu depuis les années 50, avec l'exceptionnalité à la fois de la structure de charpente du plafond, la présence de 2 grandes poutres terminées par des engoulants peints sur les extrémités, et la présence de 2 rangs de closoirs figurant pour motif en fait des personnages isolés, des personnages en couple, des écus armoriés, des parties géométriques sous forme de cercle, et au niveau du premier rang de closoir, la disposition de têtes sculptées bichrome sur laquelle arrivent donc les solives, qui elles-mêmes sont munies en about de petits engoulants en relief. On a également tout un décor en sous-face donc du plancher de ce remarquable plafond à motif de soleil radiant ou d'étoiles. Ici, la campagne de photos prise par l'inventaire de la région Occitanie, que je remercie au passage, donc avec les détails remarquables de ce plafond qui est assez exceptionnel,
Et en bas, simplement un petit photomontage que j'avais fait moi-même qui montre l'intérêt d'un décor là aussi de rinceau à feuilles de vigne, à l'image de ce qu'on a pu voir à la maison Arnal tout à l'heure, mais pour un décor plus tardif, puisque là on est postérieurement au milieu du XVe siècle pour les décors ornementaux qui ont été mis sur ce plafond. Je termine donc par un essai de modélisation donc de la salle, en quelque sorte, sur la base des vestiges archéologiques en place. Et vous retiendrez surtout sous le plafond la présence de cette haute frise qui se décline en périphérie de la salle et qui peut être mise en évidence par les sondages à la fois muraux, par l'atelier de restaurateur et sondages également stratigraphiques, qui ont livré, notamment pour un sondage en mur, la présence sur 2 mètres de hauteur, donc d'un décor sur deux registres, figuratif en partie haute avec un combat de chevalier et géométrique en partie basse. Donc pour un essai d'interprétation schématique que j'ai tenté de faire avec un chevalier numéro 1 dont on voit le cheval en premier plan, la genouillère d'un premier chevalier qui se décline sur ce cheval, en arrière-plan un second cheval qu'on a du mal à voir, un second chevalier avec son bouclier et un homme qui mène un combat avec un troisième chevalier dont on voit le bras tendu. Ici, donc, la salle actuelle qui est entresolée en partie basse par un plafond moderne et le repérage, donc, par sondage stratigraphique des parties qui ont livré la fameuse frise peinte dont je vous parlais, donc, qui, au jour d'aujourd'hui est lacunaire en termes de connaissances, mais qui nous montre, donc, des séries de personnages avec ici un homme, qui est muni d'un bouclier, qui attrape la queue d'une sirène dont on voit se développer le corps avec la tête sur la partie gauche. Avec ici l'image passée en négatif qui permet de mieux interpréter la scène. Et tout un ensemble de décors géométriques constitués de cercles radioconcentriques associés à des motifs de damier qu'on verra tout à l'heure, et au-dessus, de façon assez ténue, mais que j'ai essayé de montrer en négatif, qui pourrait être une série d'écus qui se développe donc au-dessus et en position médiane de cette partie géométrique constituée pour majeure partie d'ailleurs d'éléments de damier. Alors pour en terminer, excusez-moi d'avoir dépassé, à quoi pouvait correspondre cette salle? Donc vous avez une comparaison qui est faite avec une salle avignonnaise, la livrée de Vivier, avec un plafond peint du XIVe siècle, et une haute frise à peu près comparable en termes de hauteur qui se développait en périphérie de salle, ici avec une scène de cervidés, peut-être associée à une chasse, et donc avec un décor monumental, à la fois de plafond et de décor peint. Voilà, je vous remercie.